Donc merci d'être venu à cette matinée scientifique d'Arcade, où on a l'honneur encore une fois d'accueillir Philippe Buton. On le connaît bien puisqu'il est venu à maintes reprises dans nos colloques et matinées scientifiques d'Arcade, mais je le représente quand même. Philippe Buton, vous êtes psychiatre, psychanalyste, professeur des universités et expert auprès des tribunaux. Vous êtes fondateur de la revue Adolescence et vous êtes auteur d'une multitude d'ouvrages, des textes fondateurs qu'on a tous lus, Le pubertaire, Adolescence et encore plus récemment, en 2015, Adolescence et djihadisme. Et c'est sur ce thème-là qu'on vous a invité aujourd'hui pour la matinée scientifique. Vous allez donc nous faire une présentation sur ce thème et vous serez discuté par Jean-Luc Douillard. Jean-Luc, tu es psychologue à l'hôpital de Saintes, coordinateur du réseau de prévention du suicide et tu participes à la cellule de suivi dans le cadre de la prévention de la radicalisation en Charente-Maritime. Donc c'est à ce titre qu'on t'a proposé de discuter Philippe Buton. Donc je vais laisser la parole à Philippe Buton et ensuite Jean-Luc, tu démarreras la discussion et puis on débattra avec vous dans la salle. Merci de m'avoir invité encore une fois. Et je vais essayer de présenter la question du djihadisme telle que je l'ai fait dans le petit livre et telle que je suis en train d'un peu de la modifier parce que j'écris un deuxième ouvrage en ce moment. Alors, d'abord, ce qui m'a heurté et qui m'a incité à écrire ce livre, c'est le fait qu'il s'agissait que la question du départ en Syrie pour les jeunes, entre guillemets, et pour les adultes, la question du départ en Syrie était considérée comme un phénomène sociopolitique et un phénomène religieux. Et il me semblait qu'il y avait toute une tranche de réflexion qui échappait systématiquement au débat qu'on pouvait entendre dans les médias de façon large, dans les journaux écrits ou bien à la télévision, etc. Que cette dimension-là, cette dimension que on va chercher à la qualifier, parce que pour finir, vous trouver un adjectif, c'est pas évident, que cette dimension était exclue. On pourrait dire que ces dimensions étaient étouffées. Je dirais même que ces dimensions étaient fort closes, que d'une certaine façon, il était important pour ces débatteurs de ne pas aborder la question de la psychologie de l'adolescence, de la psychopathologie de l'adolescence. D'abord parce que le motif est qu'il n'était pas compétent, peut-être, mais je pense qu'il y a autre chose, qu'il y avait intérêt, d'une certaine façon, un intérêt inconscient au moins, de ne pas aborder les problèmes du départ en Syrie sous cet angle-là. Et je pense que cette ligne de force persiste aujourd'hui de façon évidente dans les centres déradicalisation. Alors j'ai abordé ce problème-là à partir d'un concept assez récent dans ma pensée qui était celui-là de situation anthropologique fondamentale de l'adolescence. J'ai fait un article dans la revue Adolescence sur ce titre. Alors, cette idée étant que la clinique que nous travaillons est une clinique anthropologique, d'expression anthropologique, posant à tout moment la question des autres, des convictions sociales, des certitudes, des assignations, etc. Qu'elle était anthropologique, et d'autre part qu'elle était fondamentale au sens où elle reflétait la créativité de l'adolescence, le besoin créatif sur lequel on va revenir, bien entendu, le besoin créatif de l'adolescence. Donc c'est cette dualité qui m'intéresse, et cette dualité, j'ai un peu approfondi lorsqu'on a fait différents colloques d'anthropologie de l'adolescence ou de colloques ou de rencontres avec des anthropologues de l'adolescence, tout au moins
je ne sais pas s'il y en a, des anthropologues de l'adolescence, mais des anthropologues qui ont rencontré des adolescents, en particulier dans les rites d'initiation. Alors voilà la dualité. Je trouvais important de sortir de cette discipline psychanalytique et psychiatrique et d'entrer dans cette dualité que l'on pourrait simplement reprendre sur le plan plus théorique comme une dualité de la relation du signifiant et du signifié. On peut filer sur cette piste-là. Je vais plutôt m'engager dans d'autres lignes de force. Alors, il est bien clair néanmoins que ces discours sociopolitiques et religieux, et plutôt de religion, ne sont pas exclus du raisonnement. On va en parler tout au long de cette matinée, mais ils n'ont pas cette place dominante, je dirais cette place en excès, qu'ils représentaient dans les débats actuels et dans les débats aujourd'hui. Alors on part de la thèse que l'adolescent est une création subjectale. Je ne vais pas développer ce point de vue dans tous ces attendus. C'est la thèse fondamentale à partir de laquelle la revue Adolescence s'est créée depuis le début, dont elle a mis un temps à prendre conscience sans doute, mais qui a été dans notre prise de conscience et au moment des travaux de Raymond Kahn. Et puis ça s'est approfondi, etc. Et plusieurs numéros sur la création adolescence, sur la création subjectale. Mais c'est quand on relit les premiers numéros, le premier colloque qui a été à l'origine de la revue Adolescence, c'était le thème central. C'était déjà le thème central. Donc l'adolescence est un engagement créatif. Je reprends le terme d'engagement qui me fait florès en ce moment. L'adolescence est un engagement dans la création de soi, ou dans une création de soi autrement. Ne nions pas tout le développement créatif de l'enfant. C'est une création de soi autrement, une création subjectale autrement. Sachant que cette création subjectale est en fait intersubjectale, qu'on ne se crée pas, qu'on ne se transforme pas en une œuvre de soi en cours, sans faire appel à l'autre, aux autres, quels autres, on va y réfléchir. Donc, engagement, dégagement, quête de sens, voilà notre optique de réflexion, notre base théorique ce matin. Engagement également comme un acte, comme une action. Là, on peut reprendre la dualité freudienne de passivation-activation, passivation infantile, activation pubertaire au moment de la puberté. Ce changement, mais ce retournement sans contraire, par lequel on peut théoriser certains aspects de l'adolescence. Engagement, le terme d'engagement que j'ai utilisé tout à l'heure est un terme donc plus médiatique, mais c'est une formule de reprise de cette bascule que constitue l'adolescence, qui a été perçue comme sous l'angle de la théorie de l'après-coup. L'enfant est soumis et l'adulte reprend les mêmes scènes, mais en acteur, de bascule comme ça, très important. Enfin, ça fait partie, cette passivation-activation est une des multiples dualités qui fait partie du raisonnement de Freud. Freud a toujours raisonné en termes duels et de conceptualisation. Duel, c'est un aspect qu'on peut développer, qu'on a beaucoup développé dans ce terme d'activation, on l'a beaucoup développé dans les contacts que nous avons eus avec André Gray. Alors activation amoureuse, certes, activation sociale, on va développer ces modèles d'activation.
L'adolescent est donc engagé dans une création, et depuis... et nous avons à travailler donc sur la dualité, sur l'acte créateur. J'ai développé ultérieurement, enfin récemment, enfin pas au moment où j'ai pensé l'adolescence et la création, mais ultérieurement sur la relation entre la création adolescence, la création de soi et la création artistique, la création de soi comme une œuvre à construire, à réaliser, à peaufiner, avec ce besoin d'engager cette œuvre, et d'autre part le besoin de l'artiste de faire un roman ou un tableau. C'est une des connexions sur lesquelles on peut se reposer quand on développe la création subjectale. Je sais que Raymond Kahn ne fait pas ce type de rapprochement, mais il me semble que la symbolique de l'écrivain, par exemple, est une symbolique très intéressante pour mieux comprendre la création de soi et ses avatars tels qu'il les décrit. Bref, la création est dans cet acte créateur, dans cette activation créatrice, dans cette nécessité subjectale dans laquelle se trouve jeté l'adolescent depuis la métamorphose pubertaire, eh bien cette activité créatrice repose sur une autre dualité freudienne qui est, que je résume, que je dis comme cela, mais on va voir les significations de cette dualité, que je dis comme une mise en opposition de l'emprise narcissique, précisément, de l'emprise sexuelle, de l'emprise et de l'amour, du pouvoir et de l'être. Voilà cette dualité. On va jouer sur cette dualité qui est tout à fait sur la lignée de la mise en antagonisme de la pulsion de mort, l'emprise, et de la pulsion de vie, l'amour. C'est une reprise au fond de cette thématique freudienne dans un certain nombre de ces aspects, dans cet aspect particulier du rapproché entre pulsion de mort et emprise. Emprise sur soi, emprise sur l'autre, d'emprise narcissique. On peut se référer, pour ceux qui ont lu cet ouvrage, à Narcissisme de vie, Narcissisme de mort, de chez Green, on peut en effet retrouver ce dualisme. On va le développer, alors je ne vais pas rester dans la théorisation générale, je vais rentrer assez rapidement dans le problème tel que nous le traitons, l'abord du problème du djihadisme. Donc, emprise, d'un côté, pulsion d'emprise, exigence d'emprise et exigence d'être avec. Vous voyez, déjà se dessinent deux questions de l'autre. Il y a deux autres. L'autre de l'emprise et l'autre du vivre avec. L'autre de l'emprise sur l'autre, l'emprise de l'autre sur moi, l'emprise de l'autre que j'ai à l'intérieur de moi, l'autre représentant les figures parentales de l'enfance, l'autre que j'ai en face de moi, le rapprocher de ces autres entre figures parentales, figures d'adultes, transfert. Donc vous voyez, ce secteur qui est un secteur dans lequel je dessine la place de l'adolescent, enfin je dessine plutôt l'exigence de place de l'adolescent comme devenant un acteur de pouvoir. Toute son histoire, n'est-ce pas, pour être... Alors, il peut reconstruire son histoire d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui adolescent. Il peut reconstruire son histoire. Avant la puberté, j'étais un enfant.
par définition un enfant soumis ou révolté, mais un enfant dans le lien avec le pouvoir parental, dans le pouvoir phallique parental. Et maintenant, j'aurai la possibilité, je serai capable d'imposer mon emprise sur ces mêmes figures parentales, sur d'autres, sur l'environnement, et en même temps revisiter ces figures parentales que j'ai au fond de moi. Donc vous voyez, ce secteur d'emprise est peut-être le lieu où la bascule passivation-activation est la plus sensible. Je pense qu'il y a une théorisation, là c'est une parenthèse par rapport au colloque que vous organisez sur le jeu. Je pense que le jeu de l'enfant, qui est un jeu d'emprise, eh bien se poursuit. Hein, quand j'ai écrit mon livre sur le jeu chez l'enfant, je disais qu'à l'adolescence, c'est la fin du jeu, on ne joue plus. Moi, je dirais plus ça maintenant. Je penserais plutôt qu'on continue à jouer autrement. Que ce jeu d'emprise si important et qui occupe l'enfant, qui aurait tendance même à prendre ses passages à l'école comme des moments de jeu particuliers, avec toute la rivalité qui est inclue, eh bien, je pense qu'il continue de la sorte, que ça n'est plus les mêmes jeux qui l'intéressent, mais c'est d'autres jeux. Au fond, si on définit le jeu de l'enfant autour de cette pensée de l'emprise, de la pulsion d'emprise, de la position narcissique, eh bien on peut avoir une autre conception du jeu, y compris les jeux vidéo, bien évidemment. Alors je continue sur cette lignée de l'avoir, cette lignée de m'avoir, d'avoir l'autre, et donc de l'emprise, du pouvoir savoir, de la hiérarchie, de la possession de l'autre, de la possession de soi. Je m'appartiens, je n'appartiens plus à mes parents, hein. Je suis moi par rapport à eux. Ça ne veut pas dire que je veux échapper, c'est pas, de la famille, mais ça veut dire que je m'appartiens, que je ne suis plus dans la soumission infantile. Je pense qu'il y a dans toutes ces, comme ça, je cherche à ce que vous imaginiez, pas, ce chapitre de la pulsion d'emprise, ou simplement de la volonté d'emprise, la volonté de pouvoir, disait Nietzsche, la volonté de pouvoir, il y a un aspect qui me semble très important, c'est la topographie. Je veux être un acteur inscrit dans l'espace social et dans le temps. Je veux être considéré comme un acteur, non pas libre forcément, mais comme un acteur reconnu comme un acteur social en devenir. Pour résumer ma pensée comme ça. Reconnaître ma place. Je veux que le regard et l'écoute de l'autre me donnent une place et donnent à mon propre regard et à ma propre écoute une place dominante. Et il y a une sorte d'échange de classe à des niveaux qui sont, à mesure que la créativité se développe, qui sont de moins en moins hiérarchiques. Et dans ce processus de l'avoir, je pense que le maître processus de l'emprise est un processus anthropologique qui est celui d'imitation. Nous ne sommes pas au chapitre de la création identificatoire, de la création identitaire, telle que Pierre Olagnier l'a définie. Nous sommes dans une sorte d'entrée en scène d'imitation. Je ne voudrais pas que ce terme d'emprise soit aussitôt associé au terme de dépendance-indépendance, qui est un des thèmes très forts chez Philippe Jamet, et justifié par la clinique.
je crois que, je dirais la chose comme ça, que l'adolescent veut échapper à la dépendance des autres, à la dépendance de l'adultité, pour choisir ses propres dépendances. Donc, il jamais dit volontiers, il va de dépendance en dépendance, mais elles ne sont plus les mêmes. Ce sont des dépendances que l'adolescent veut et peut choisir. Je choisis, alors il ne dit pas je choisis mes dépendances, bien évidemment, mais il dit je choisis mes trajectoires, je choisis ce que je veux devenir. Bon. Donc cette idée de, vous voyez, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce que je signifie en termes d'avoir, en insistant encore sur le fait qu'il ne s'agit pas d'identification, mais d'une sorte de travail préalable, sans doute nécessaire. Il faut imiter avant de se créer. Il faut imiter beaucoup avant de se créer. Il faut aussi imiter, mais aussi contre-imiter, c'est-à-dire se révolter, c'est synonyme. Il faut aussi imiter et contre-imiter beaucoup d'autres avant de pouvoir vraiment être soi-même. Il faut imiter beaucoup d'autres, il faut imiter beaucoup de places que les autres m'accordent pour trouver ma place et pouvoir à ce moment-là faire ce travail identificatoire qui est le travail de l'être avec, de l'amour. Alors, voilà un peu la lignée et tout le raisonnement que je tiens dans ce livre, dans le livre sur le djihadisme, et toute une partie du raisonnement, tout au moins, est le fait que dans ce secteur de l'acteur social qu'il revendique, il rencontre des convictions adultes, des convictions sociétales de nos sociétés contemporaines, enfin, on peut trouver d'autres mots que des convictions de l'adultité. Il rencontre des convictions d'adultité qui le mettent, qui lui refusent la place qu'il veut, ou bien pourrait-on dire qui lui refusent cet idéal de place qu'il veut, cet idéal de position qu'il veut. Et là, on parle d'un idéal créatif. Hein. On n'est plus dans l'idéal du moi, on est dans un idéal de création. Donc, il y a un certain nombre de convictions d'adultité qui le remettent à sa place, pour prendre une phrase un peu classique. Tiens ta place, reste à ta place, ne bouge pas, accepte ce qu'on te donne. Tu es bien là, pourquoi partir? Là, on rentre plus dans la question du djihadisme, dans lequel j'entre précisément. Et cette conviction de l'adultité, celle que j'ai peut-être le plus travaillée, c'est cette conviction d'adultité que l'adolescent n'est pas encore un adulte, il est un sous-adulte. Cette idée qui me semble très importante et qui va apparaître, qui est le quotidien de l'adolescent. Partout où l'adolescent cherche place, eh bien, il est dans une position d'infériorité. Élève devant le professeur, par exemple. Donc, plus de 35 heures par semaine. Et alors, cette idée donc que ce mouvement pour trouver place se trouve toujours, plus ou moins, trouve toujours un obstacle. Mais là, il faut aller plus loin dans le raisonnement, je crois, concernant le djihadisme, c'est que cet obstacle se révèle, là je vais plus loin, n'est-ce pas, que cette adolescence ordinaire qui, pour finir, est capable d'intégrer l'obstacle, d'intégrer l'assignation d'être un sous-adulte. Ne faut-il pas être un sous-adulte d'abord quelque temps avant de pouvoir accéder à la... etc. Donc il y a... On a dit que, je ne sais plus qui, disait que
que l'adolescence est une intégration des assignations et discriminations contre lesquelles l'adolescent bute. Oui, il bute contre les assignations, mais il va être en situation de les prendre pour lui, de les intégrer, assimiler, etc. Et alors, question qui nous amène au djihadisme, question, que se passe-t-il quand ces assignations, quand ces idéologies d'adolescence, quand cette conception d'un adolescent comme un sous-adulte, que se passe-t-il quand elles sont en excès? Que se passe-t-il quand elles sont en excès? Ça, j'associe cette question, cette formulation de question, vous voyez, sur l'assignation d'excès, le pouvoir, quand l'adolescent rencontre un pouvoir en excès. Les Boissier parlaient, à propos de ce pouvoir social, il parlait du rock sociologique, qui était un thème de deux colloques à Grenoble et de 2 ouvrages aux presses universitaires, de rock sociologique. Que se passe-t-il quand le rock est une butée infranchissable, qu'on ne peut pas grimper, qu'on reste en bas? Que se passe-t-il là, à ce moment-là? Autrement dit, que se passe-t-il lorsque la conviction de cette infériorité est infranchissable? C'est quelque chose comme « tu ne seras jamais comme nous ». Tu peux nous imiter, mais tu ne seras jamais au niveau où nous sommes. Vous voyez, combien ces phrases reflètent une sorte de destruction de l'idéal. L'idéal adolescent est d'être comme, ou comme si d'abord, et comme ensuite, comme un adulte. Eh bien non, tu ne seras jamais comme cela. Il y a cette butée. Donc, d'une certaine façon, ce rock sociologique, qui est un terme qui n'a pas été utilisé par la suite, mais que je trouve assez bon, que ce rock sociologique, analysons ce rock sociologique d'une certaine façon. Alors, c'est pas mon rôle de psychanalyste, c'est pas mon rôle, si, ça peut être mon rôle, mais ça n'est pas ma compétence. C'est là où j'ai besoin de travailler avec des anthropologues. C'est là où j'ai besoin de lire des ouvrages d'anthropologie. C'est là, c'est-à-dire, pour répondre à cette question sur laquelle je pose sans y résoudre, encore j'essaye d'en dire quelques mots dans mon bouquin, mais c'est ce rock sociologique, cette opposition du social, impossible à franchir. Eh bien, est-ce que l'évolution contemporaine de l'adolescent, est-ce que l'évolution contemporaine, plutôt de la société, ne fait pas de ce rock sociologique quelque chose d'insurmontable? Comment trouver ma place dans ce dédale socio-économico, etc. Quel sera ce personnage? Puis-je trouver un personnage tiers qui me permettrait de grimper à ce rock, qui puisse un premier de cordée, on va dire, pour grimper à ce rock? Vais-je le trouver à l'école? Vais-je le trouver sur un terrain de foot? Vais-je le trouver sur mon ordinateur? Et comment me repérer dans cette affaire? Comment se développer, alors plus matériellement, comment aller à l'école tous les matins si je sais que je suis chômeur à un certain moment? Enfin, beaucoup de questions comme ça, dans lesquelles on va éventuellement poser la question de la place du père dans la société, de la place du père dans la famille. Enfin bref, je ne développe pas ce secteur, on peut le développer dans la discussion, bien entendu, mais l'adolescent qui trouve son idéal ainsi immobilisé, sans possibilité, immobilisé par quoi? Immobiliser ce qui ne serait pas un idéal d'adulte, ceux qui, à la rencontre d'adultes qui vivent sans idéal, quelque chose comme ça.
dans quelle mesure cet élément n'est pas fondamental dans l'idée de partir, de renoncer, il y a du renoncement. Il souhaitait surmonter le roc sociologique, et il renonce, il s'écarte, je n'y arriverai pas, et il se trouve d'une certaine façon à faire du surplace, dans un temps qui se répète. Il est en plein automatisme de répétition, d'une certaine façon. Là on peut, en disant cela, filer vers une réflexion sur la pulsion de mort. Il est dans l'automatisme de répétition, dont Freud a bien montré qu'il s'agissait justement de ce qu'il appelait auparavant l'automatisme de répétition. Alors, là, nous sommes dans un adolescent que je qualifie comme en impasse. En impasse. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas être un enfant. Son corps lui interdit. Il est en impasse sociologique. Ce n'est pas suffisant pour avoir peut-être envie de partir, parce qu'il peut rester sur place. Et quand je dis en impasse, je retrouve un peu ces descriptions que dans l'après-guerre, des analystes comme Pierre Mal, Questembert appelaient la morosité de l'adolescence. La morosité. Oui, je faisais le rapprochement sur l'emprise en excès. Cette idée d'emprise en excès, elle me vient de la lecture de Pierre Olanier, et puis de discussions que j'ai beaucoup eues à son séminaire. Et à l'occasion d'un colloque sur la psychose, elle a fait une conférence tout à fait extraordinaire, si l'on veut chercher une conception de l'adolescence, une conférence qui s'appelait La zone sinistrée, qui est parue dans la revue, on l'a même fait reparaître plusieurs fois, et elle décrit bien cette emprise, qui est une emprise extérieure de l'environnement, mais qui est une emprise interne, bien entendu. Ça renvoie au surmoi, ça renvoie à l'idéal, à l'idée du moi tel qu'il s'est construit dans la névrose infantile, bien sûr. Et elle pose la question, est-ce que la survenue d'une psychose ne se trouve pas liée à de l'emprise en excès? De l'emprise en excès. Alors, on peut en débattre indéfiniment. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'excès? À quel moment c'est un excès? Bien sûr, c'est un excès pour Jacques, mais peut-être pas pour Georges. Le même environnement peut être en excès différemment. Donc cette notion d'excès est une notion qui couvre énormément de différences, ou plutôt que de différences, d'inégalités vis-à-vis de la problématique sociale. Mais voilà. Donc d'une certaine façon, celui qui voudrait partir, qui voudrait trouver une solution malgré tout, qui se vit en impasse, qui se vit donc dans la morosité, dans l'état morose, pas la dépression, hein, c'est un état morose, on n'est plus... Moi je crois qu'on est assez proche de positions psychotiques larvées comme ça que l'on voit en adolescence, et cet adolescent-là est comme ça, et qu'est-ce qu'il cherche? Alors là, je reviens un tout petit peu sur les travaux sur la morosité. De la morosité, on faisait le départ de la transgression. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est des travaux c'est surtout Pierre Mal. De cet état morose, de cet état de blocage, eh bien, devant le roc sociologique, eh bien, on y va, on transgresse, on casse l'affaire. Et toute la compréhension que Pierre Mal avait du temps où il travaillait à la PJJ, tous les vendredis, eh bien, et dans une prison des mineurs parisienne, eh bien, c'est comme ça qu'il réfléchissait la délinquance juvénile, non pas comme une délinquance par culpabilité, hein, comme Freud l'a décrit, mais comme une délinquance devant la butée, devant le vide de la pensée, l'impossible rêve, on pourrait dire aussi l'impossible pensée associative. L'impossible pensée associative. Discuter avec un morose, ça n'est jamais partager des associations,
c'est toujours, à l'époque du temps de Pierre Malle, c'était des adolescents silencieux. Aujourd'hui, l'adolescent est beaucoup plus bavard. Donc, ce sont des adolescents qui parlent de façon formelle. Ils ne racontent pas, ils expliquent. Ils butent sur des idées, sur des convictions, sur des revendications, etc. Donc, voilà je dirais, la situation qui inciterait à partir en série. Je la définis avec, vous voyez, cette progression-là. Mais ça n'est qu'un chemin. Comme vous l'avez pu constater, le cheminement que j'ai pris, c'est du côté de l'emprise. Je ne parle pas de cette réalisation extraordinaire que constitue la question de l'amour, la question de trouver l'amour, un autre amour à la puberté, de retrouver de l'amour, trouver un amour sexué et retrouver l'amour sexuel qui a été celui de la prime enfance. Donc, parlons alors de ce secteur qu'on va qualifier d'existentiel et qui existe depuis la naissance et qui se retrouve autrement avec la naissance, avec la révélation, ce qu'on a appelé longtemps la révélation du génital. Là, un mot, je ne vais pas développer trop, mais je le ferai si vous voulez. J'ai vraiment une position là de très laplanchienne, à savoir que cette approche qu'il a du sexuel freudien, le sexuel freudien, c'est le narcissisme primaire. Et c'est assez étonnant dans un de ses livres, quand il dit le sexuel freudien, pour finir, c'est le narcissisme primaire. Primaire ou originaire, bon, ne faisons pas trop la différence. Il le présente comme « Je me suis enfin résolu à cette idée que sans nul doute, ce sexuel freudien indéfinissable, indicible, eh bien, c'est le narcissisme primaire, à savoir ce qui lie la mère et le bébé. » On est dans le chapitre de cette séduction fondamentale. C'est là, c'est dans cet amour-là que se situe le sexuel freudien, qui n'est pas sexué, Et de cette sorte de constat, comme sa découverte, hein, il le présente comme une révélation qu'il n'aurait pas osé faire, et qu'il a faite pour finir parce qu'il n'arrivait pas à trouver le mot qui qualifie le sexuel freudien, qu'il appelle le sexual, pour dire je ne peux pas le traduire. Voilà, je prends ce mot, mais il ne veut rien dire. Et pour finir, ça ne veut rien dire. Et pour finir, nous autres analystes, on a décrit quelque chose qui est tout à fait ça, qui est le narcissisme primaire. Et ce sexuel, l'amour, ou l'amour de l'amour, comme dirait Chérubin, voilà, cet amour. Eh bien, cet amour-là, il ne peut, malheureusement pour lui, ne se manifester qu'en se fourvoyant, c'est son terme, fourvoiement, se fourvoyant dans le sexué. Et cette distinction qui n'est pas évidente toujours dans les travaux psychanalytiques, qui est se sexuer. Donc, quels sont les sexués enfantins, enfin de l'enfance? Le sexué de l'enfance, c'est les théories sexuelles infantiles, c'est les théories phalliques. Donc, c'est la différence des sexes par le pouvoir, par l'emprise. Ça, c'est fourvoyé là-dedans. Et au moment de la puberté, deuxième fourvoiement dans le sexué génital. Et qu'est-ce que l'amour à l'adolescence, pour finir? C'est une espérance de sexuel qui est complètement fourvoyée dans les jeux de pouvoir et les jeux de satisfaction génitale. Et qui ne peut pas faire autrement, mais qui s'y trouve fourvoyé. Alors, voilà, je suis parti de avoir-être, et là je suis dans ce qui serait être. Alors, quelle est son histoire? Alors, bien entendu, je ne parle pas de l'histoire du sexué.
dans la question du djihad, je n'en parle pas, on pourrait le faire, mais ce dont je parle, c'est cette persistance de la recherche d'un amour, d'un vivre avec, d'un être amoureux de quelqu'un qui est amoureux d'eux, d'une rencontre. Bon. Et de cet amour-là, dont la caractéristique peut-être serait qu'elle autorise à retrouver des souvenirs du premier amour, celui du narcissisme primaire. Vous voyez, je fais une parenthèse, mais il me semble qu'elle est importante. Vous voyez que cette opposition comme ça philosophique, je ne suis pas philosophe, alors je ne vais pas la développer, entre avoir et être, eh bien on peut la reprendre en termes psychanalytiques entre narcissisme phallique et narcissisme primaire. Sachant que le narcissisme primaire ne peut se perpétuer dans la vie, s'épanouir, perpétuer est un mauvais terme, s'épanouir, se développer, trouver sa place, que dans la mesure où il infiltre le narcissisme secondaire, le narcissisme phallique. Là, je suis implicitement en train de définir ce que Pierre Olanier a repris sous forme de compromis identitaire. Qu'est-ce que c'est que le compromis identitaire? C'est quand les jeux d'emprise et les jeux d'amour arrivent à s'arranger, à être bien ensemble, comme ça, à faire un couple qui tient. Bon. C'est ça l'espèce de ce qu'elle nomme compromis identitaire. Au fond, notre identité dépend de l'harmonie de ces deux lignes de force. Alors, revenons à la situation de la morosité, justement. Dans la morosité, il n'y a pas de compromis. La première ligne de force, elle bute. Elle bute sur le roc sociologique. Elle fait du surplace. Mais il y a autre chose dans la morosité qui me semble fondamentale, c'est le fait qu'elle désavoue le narcissisme primaire. Désavoue, on peut trouver d'autres mots. On peut mettre le mot de forclusion, le désaveu, le déni. J'ai renoncé au terme de déni pour un motif complètement linguistique. Il faut savoir, je suis beaucoup intervenu à Rome en italien, et il n'y a pas de différence de mots entre dénégation et déni. Donc chaque fois que c'était traduit, chaque fois c'était une méconnaissance, non pas pour les Italiens, mais une méconnaissance de ce que je voulais dire. Donc d'une certaine façon, le déni, là, bon, le déni, d'une certaine façon, c'est la toute-puissance narcissique phallique du morose, de l'état morose, toute puissance mise à blesser, détruite, et qui revendique constamment, pourtant, qui veut persister néanmoins, malgré le roc sociologique. Cette toute-puissance s'affirme sur un désaveu du narcissisme primaire, originaire, du sexuel freudien. Donc voyez-vous, dans cette position la position du djihad, de l'attente plutôt du parti, ne parlons pas encore du djihadisme, mais de l'attente du djihad, il y a à la fois ce blocage sociologique devant des forces sociologiques insupportables, et en même temps un étouffement de l'amour. C'est dans cet état-là que survient le discours des autres qui va peut-être trouver des solutions et dans lequel éventuellement se situe le discours du recruteur djihadiste. Je ne vais pas développer beaucoup ce secteur qui est dans le livre. Je voulais surtout vous montrer comment l'adolescent
en impasse, va donner toute son importance à ce discours djihadiste qui lui est proposé. Et si je veux, il a été énormément décrit, je crois, mieux que ce que je peux le faire, mais s'il y a un terme qui, moi, qui me caractérise, ce discours djihadiste qu'on a qualifié de discours sectaire, de discours de séduction, je crois que ce qui m'intéresse surtout dans le raisonnement que j'ai suivi par rapport à la trajectoire de création-adolescence, c'est le terme d'amalgame. Alors qui est utilisé par ce sociologue dont on a parlé hier soir, je ne me rappelle jamais, j'arrive jamais à me trouver le nom, j'arrive jamais à prononcer son nom, ce sociologue parisien. Voilà, il a dit. Ah bon, merci. Alors, c'est le discours djihadiste est un discours qui fait l'amalgame. Il propose à la fois une solution sociale et une solution intime et extrême. C'est mélangé. C'est pas un compromis, c'est mélangé. C'est pas vrai, c'est faux. Vrai et faux au sens de self et faux self, de pseudo-narcissisme. Donc cet amalgame, le discours djihadiste va offrir une possibilité de sortir de l'impasse en trouvant, en conférant à l'adolescent une place sociale dans laquelle il peut également satisfaire son amour de l'amour. C'est un peu paradoxal quand je dis ça, quand on sait qu'il y va. Hein. Alors, là, on touche le faux, la violence du faux. À cette jeune fille, il va être dit, on va t'aimer, on va te faire un enfant. Tu auras un enfant. Et cet enfant ne sera pas n'importe quel enfant. Ce sera l'enfant qui sera un guerrier qui va défendre l'État islamique. Mais cet enfant, tu vas pouvoir l'aimer, le choyer, parce que tu vas être une mère et on va te le faire dans la plus grande tendresse, n'est-ce pas? Tu vas l'aimer et tout ça, et puis cet enfant sera un guerrier. Ah, vous voyez, voilà un exemple de l'amalgame entre le social et l'intime. Ça n'est pas du tout un compromis comme dans la pensée de Pierre Rolanier, c'est un mélange. Il me vient l'horrible mélange que l'on voit dans Athalie de Racine. L'horrible mélange. Alors, ce discours est formidablement séduisant. Mais remarquez, c'est le discours sectaire, exactement. Je ne vais pas développer ce point, il a été développé dans la revue Adolescence par Bernard Chouvier, qui a suivi très longtemps l'analyse des sorties de sectes. Eh bien, c'est exactement le discours sectaire qui dit, ben là, tu seras un grand personnage de notre société et on va t'aimer. Donc, il offre à la fois, ce discours offre à la fois l'emprise et l'amour, cet antagonisme, comme si cet antagonisme n'existait pas, comme s'il n'existait pas. Et quelque chose dont manque l'adolescent, qui est la constitution d'un groupe d'amour. Les adolescents moroses, ça a été beaucoup décrit dans l'après-guerre comme des groupes de pairs, des groupes de classes d'âge, des groupes dans lesquels la question du pouvoir est tout à fait dominante.
Il y a très nettement dans ces groupes, il apparaît une hiérarchie, un chef de groupe, avec toute cette idée d'un chef de groupe tel que Freud la reprend comme sous forme de l'officier ou bien du chef religieux. Mais là, c'est pas ça qui lui est proposé. Dans le discours djihadiste, c'est un groupe d'amour. Tu vas être bien accueilli. C'est un groupe d'amis. C'est plus qu'un groupe d'amis, c'est un groupe de frères et sœurs qui seront le lieu où tu vas pouvoir vivre, reconnu. Donc je n'insiste pas beaucoup dans ce livre, justement, je ne suis pas très compétent dans ce domaine, sur la question du groupe, sur l'offre pour un adolescent en pleine déception, en plein renoncement, l'offre de constituer un groupe. Et un groupe qui n'est pas un groupe générationnel, hein, ce n'est pas un groupe des pairs, c'est un groupe intergénérationnel. Moi j'ai toujours pensé que les groupes de pairs, dans les groupes de pairs, il y avait un renoncement à l'espérance d'être un groupe intergénérationnel. Je ne sais pas si c'est assez précis à penser. C'est-à-dire, je pense que les jeunes se réunissent parce que les adultes de l'autre génération méprisent ces petites rencontres. Mais l'espérance de ces jeunes entre pairs, PAIRS, eh bien, c'est justement de rencontrer les pairs, les vrais. Donc il y a, les adultes disent c'est la lutte des classes, c'est la lutte des classes d'âge, et ils sont contre nous, qu'est-ce qu'ils mijotent, etc. Mais en fait, c'est leur façon assez paranoïaque de penser, de bloquer, de désavouer une espérance que ces groupes de pairs PAIRS se transforment, facilitent cette trajectoire identitaire de l'adolescence, et c'est une autre forme de blocage. Et là, le discours djihadiste annonce un groupe uni. Nous sommes une nation unie, nous sommes réunis dans les mêmes tâches, etc. Donc là, vous voyez, voilà comment je situe le djihadisme. Je laisse développer dans la discussion, si vous le souhaitez, peut-être la survenue de la destructivité, de la question de la destructivité. Je pourrais dire un mot simplement définir ce que la destructivité, éventuellement la cruauté, est théorisée pour moi. Je la théorise un peu comme Sophie Mijola l'a fait dans un de ses livres au presse universitaire qui s'appelle La mort donnée. La mort donnée, où elle travaille des situations de soldats, on va dire, des situations de soldats, mais enfin elle travaille aussi des situations romanesques. Il y a tout un chapitre sur Lolita de Nabokov. Et bien, cette idée, son idée, c'est, je la dis simplement, c'est le narcissisme phallique en excès. C'est exactement la même idée que Pierre Rolland, c'est pas pour rien, puisque Sophie Mijola est l'élève chéri de Pierrat. Mais cette idée que le narcissisme phallique en excès, ce que dans les médias on appelle la perversion narcissique, hein, et qui est très loin de la définition qu'a donnée d'ailleurs Racamier, eh bien, cette perversion narcissique, ça n'est rien d'autre qu'un narcissisme phallique en excès qui transforme tout lien, ou toute relation plutôt, qui transforme l'objet, qui transforme tout sujet rencontré en un objet qui doit être détruit pour empêcher, car il est susceptible d'empêcher le développement des excès narcissiques. N'est-ce pas ? Donc l'autre n'est jamais qu'un objet, un objet obstacle, un objet avec lequel on ne va pas nouer une relation d'objet, justement, ça peut être pris sous l'angle d'une relation narcissique objectale, enfin, etc. Mais c'est là encore on retrouve ce concept de narcissisme phallique en excès, que rien n'arrête. Que rien n'arrête. Car normalement, ce qui arrêterait le narcissisme phallique secondaire, c'est le narcissisme primaire.
c'est la recherche que nous avons tous au fond de nous, de la façon la plus inconsciente, qui est la recherche d'amour. De retrouver, de trouver, en fait, retrouver la relation initiale. Sur les derniers éléments que vous avez évoqués, je crois qu'il y a peut-être trois sujets sur lesquels on pourrait revenir. La question de la cruauté, ça me paraît vraiment essentiel parce que dans ce processus de radicalisation, il y a le temps adolescent et puis il y a derrière le processus d'enfermement, d'emprise, et puis derrière la réouverture, comme si l'enfermement, à un certain moment, un peu comme ce qu'on évoquait du processus suicidaire, reproposait quelque chose de l'ordre de l'ouverture avec un acte pour exister. Et puis dans cette cruauté ou cette pratique autour de la cruauté, il y a la question d'idéal que votre ami Fethi Benslama développe beaucoup, idéal et cruauté. Et cet idéal blessé et cette notion de réparation ou de sublimation familiale d'un idéal blessé qui viendrait à travers le fantasme ou le mythe de la conversion islamique ou de cet idéal islamiste, produire quelque chose de l'ordre de l'existence et de la réparation symbolique ou de la sublimation. Puis il y a cette notion de conversion qui est intéressante aussi, c'est-à-dire on pourrait y revenir sur peut-être tous ceux qui sont dans des processus de radicalisation, peut-être faire une différence aussi entre le processus d'adolescence et les adolescents qui se radicalisent, et les jeunes adultes, et les adultes qui se radicalisent avec des choses sans doute très très différentes dans ces processus-là. Et puis il y avait la question du groupe où finalement ce que vous évoquiez, ça m'évoquait l'idée que là aussi peut-être à distinguer la question du discours sectaire et la question du discours djihadiste, qui peut-être à mon sens n'est pas forcément tout à fait le même, parce qu'il y a ce que vous disiez, on t'aime, mais dans la secte c'est je t'aime, avec une notion très individuelle d'un lien particulier entre le gourou et son adepte. Et dans la cause collective djihadiste, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de on t'aime et tu vas exister avec un groupe effectivement d'appartenance, avec une identité collective, une espèce d'idéal collectif. Ce je t'aime, il existe dans le discours des enregistrements Internet. Ce qui existe, c'est... je t'aime, je tiens à toi, je veux que tu sois avec moi. Oui, mais au nom d'une cause collective, c'est-à-dire que c'est ça qui... Au nom d'une cause collective. Peut-être quelque chose un peu différent entre le discours sectaire et le fonctionnement de la secte et le fonctionnement de quelque chose de l'ordre de cet idéal collectif, ce mythe de participer à quelque chose de l'ordre de la réparation, parce que si on regarde aussi un peu l'histoire de l'organisation de la radicalisation autour du mythe de l'islamisme et du démarrage des frères musulmans au début du siècle, et de ce qui a construit en fait cette question de la radicalité, on va trouver sans doute des choses autour de ce mythe. Et puis, ce que j'ai trouvé absolument, et ce que je trouve absolument essentiel, c'est quand même, vous êtes un des premiers psychanalystes à introduire la question de l'inconscient dans ces processus de radicalisation. Et ce qui m'intéresse beaucoup, parce que de mon point de vue et du travail que l'on fait depuis 2 ans sur ces fameuses cellules de suivi, prévention de la radicalisation, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur et que votre discours ouvre des perspectives tout autres sur le travail à faire avec ces jeunes-là, une fois qu'ils sont radicalisés, mais aussi comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble autour de cette créativité adolescente, et ce qu'on peut faire avant que ces processus ne s'enclenchent sur ce que vous appelez un nouveau symptôme de la société moderne, c'est-à-dire le djihadisme comme symptôme des processus adolescents, et qui viendrait un peu comme sans doute la question du processus suicidaire ou de l'addiction, coller parfaitement à des blessures narcissiques qui viendraient se réparer un petit peu. Et puis, je trouve qu'alimenter cette impasse, et finalement le travail que l'on fait dans ces cellules-là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le fonctionnement, mais c'est en fait des jeunes qui seraient signalés, et qui sont signalés par des professionnels de santé, donc ça fera peut-être le lien aussi avec notre pratique clinique ou une pratique autour de ces pratiques d'adolescents et le travail que l'on fait les uns les autres. C'est finalement, quand on commence à intervenir dans ces espèces de cellules pluriprofessionnelles avec des choses qui sont vraiment de l'injonction à empêcher l'adolescent de partir faire le djihad, on n'alimente pas encore plus ce processus d'emprise et ce sentiment d'humiliation et cette contrainte à rester ici pour ne pas partir faire le djihad, puisqu'on va jusqu'à le fait de leur confisquer leur carte d'identité, de faire des interdictions de sortie du territoire, vraiment des choses qui sont extrêmement contraignantes du côté de la loi. Et là aussi, on pourra effectivement parler de la question de la loi, puisque Fethi Benslama parle aussi de jeunes qui sont hors la loi au nom de la loi. Et ça, c'est intéressant aussi, si on parle de la réparation symbolique et de la fonction paternelle qui viendrait justement dans cette perte ou cette quête de l'idéal, être vraiment de l'ordre de la sublimation.
Donc voilà, tout ça, ça me paraît extrêmement intéressant à échanger. Puis il y avait aussi la question de l'exil, puisqu'on évoquait un petit peu tout à l'heure le fait qu'il y a quelques années, les jeunes partaient pour faire le djihad, ils partaient vraiment ailleurs, en Égypte, en Syrie, mais avant en Bosnie, enfin, dans tout un tas de territoires qui étaient identifiés comme des territoires d'exil, où on allait combattre au nom de cette cause-là. Et ce que la radicalisation plutôt sur le versant des salafistes a apporté quand même de nouveau dans la culture moderne, c'est que maintenant on prône le djihad à l'intérieur de la culture dans laquelle on vit. Et ça, je pense que c'est une évolution, une perspective qui est aussi à prendre en considération dans nos pratiques, parce que ceux qui partaient dans l'exil et dans la quête du djihad ou la quête d'une identité un peu, de cet idéal un peu en exil, va se travailler de l'intérieur. Et là, effectivement, à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, à l'intérieur de la culture, avec le discours qu'on combat plus une culture impie à l'intérieur, de l'intérieur, qu'en allant la combattre à l'extérieur. Et ça, c'est quand même une donne importante, parce que ça a modifié considérablement la façon dont on pourrait repérer ces adolescents dans notre culture et dans notre pratique professionnelle, parce qu'avant, ça se voyait un petit peu plus, la radicalisation, il y avait vraiment des changements de comportement, et tout un tas d'indicateurs que Dunia Bouzard a maintes et maintes mois conceptualisé, voilà, changement de comportement, vraiment des choses autour du comportement alimentaire, des choses qu'on peut repérer, sauf qu'aujourd'hui, depuis un an et demi, ça se repère de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi un discours de pratiquement banaliser toutes ces pratiques-là, et donc de se retrouver en capacité dans la famille de pouvoir être absolument conforme à tout ce que la famille attend du processus d'adolescence et de l'adolescence, y compris dans la tenue vestimentaire, parfois dans la participation au repas et autres, et puis dans les groupes de pairs aussi au collège, au lycée ou dans les CFA, parce que les CFA et les lycées professionnels, il y a quand même beaucoup de signalements qui viennent de ces structures professionnelles. Et du coup, on a vu quand même dans le côté de la pratique professionnelle et des uns et des autres, vraiment quelque chose qui s'est beaucoup atténué depuis un an, et notamment depuis les attentats du 7 janvier l'année dernière, avec vraiment un discours qui est aussi relayé par les outils qu'ils ont aujourd'hui, l'Internet, puisque c'est vraiment un des premiers outils qui attirent ces adolescents-là, et pas n'importe quels adolescents, et c'est ça que je trouve très intéressant, vers le versant de la radicalisation. Et puis il y a vraiment autre chose qui m'intéresse aussi d'échanger avec vous, autour de peut-être la différence, ou qu'est-ce qu'on peut distinguer de ceux qui se convertissent, et qui ont, pour beaucoup, puisque 56% des convertis, enfin, des jeunes qui sont radicalisés en France sont des convertis, c'est-à-dire aucun lien de famille, d'histoire familiale avec la religion musulmane, et qui deviennent des rigoristes et des jeunes extrêmement, tout de même défendant ce que le salafisme défend, c'est vraiment une culture très rigoriste de l'islam, avec quelque chose qui est vraiment, qui va jusqu'à ne pas serrer la main, ne pas regarder, vraiment, et tout batailler sur ceux qui sont et qui ne participent pas à la religion musulmane. Et donc on a d'autres adolescents qui sont ces adolescents qui rentrent dans un processus de radicalisation plutôt par rupture avec quelque chose de l'ordre de l'histoire familiale ou de la culture dans laquelle ils sont, et qui va s'approprier un peu ces processus de radicalisation au nom du mythe ou de la quête de cette religion musulmane abîmée dans l'histoire, mais dans la réalité, parce que aussi le discours djihadiste s'appuie sur des faits autour de ce qui a pu se passer en Afghanistan et en Syrie, notamment face au mouvement et l'état de Bachar el-Assad. Et puis il y a derrière toute une partie de ces adolescents qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont des adolescents, je dirais, convertis par culture ou en continuité avec une histoire des familles qui serait aussi peut-être de l'ordre de la réparation symbolique d'une histoire qui a été abîmée avec du coup des fonctions symboliques parentales un petit peu soumises et sous l'emprise effectivement du diktat d'une société qui les a abîmés dans leurs identités. Voilà un petit peu ce que m'a inspiré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on échange avec vous sur notre pratique quotidienne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour travailler autour des processus d'adolescence, autour de cette créativité essentielle, qui n'arrive pas dans l'impasse, y compris ceux qui sont effectivement exposés à ces processus d'impasse. Et en même temps, une fois qu'ils sont radicalisés, quel est le travail que l'on fait? Parce que si le seul travail que l'on fait, c'est de leur prendre leur carte d'identité et de les humilier de façon encore supplémentaire avec l'interdiction de partir, on va effectivement alimenter, à mon avis, plutôt la radicalisation et la violence. Et puis il y a un phénomène aussi qu'on commence à vraiment comprendre dans nos pratiques autour de ce travail autour de ces jeunes-là, c'est le temps entre le processus d'adolescence, le processus de radicalisation
et le terrorisme, c'est-à-dire le passage à l'acte violent et à la cruauté, avec un temps qui se réduit considérablement. C'est-à-dire qu'avant, c'est des jeunes qui mettaient quand même du temps à se radicaliser, et puis ça se voyait un petit peu, et puis ils étaient toujours dans des compromis entre la culture sociale et puis ce mythe un petit peu de l'idéal islamique. Et puis aujourd'hui, ce temps il est très raccourci, sans doute alimenté par des réseaux qui sont extrêmement performants au niveau de l'Internet et au niveau des communications. Et en même temps, le passage entre le temps de la radicalisation et le temps de l'agir terroriste est aussi extrêmement réduit. Voilà, un petit peu quelques pistes de discussion autour de cette question du processus de radicalisation. Mais vraiment quelque chose où je trouve que votre perspective et votre discours est très moderne par rapport à une réalité qui est absolument à prendre en compte dans le travail que l'on fait avec le processus d'adolescence et autour de effectivement ce nouveau symptôme de société qui est focalisé sur la religion islamique et sur le mythe de cette quête identitaire autour de la religion. Vraiment la question de la religion, alors qu'il n'y a pas grand-chose de quête spirituelle dans la plupart de ceux qui, autour de ce processus-là, se radicalisent.